Nous poursuivons notre couverture de la 28e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal, mais accompagné de Pierre Pajot. Bonjour Pierre. Bonjour Monsieur Guy Ménard. Et bien sûr de Jonah Malak. Bonjour Jonah. Bonjour, bonjour. Mais où va-t-on Coyote, qui est présenté dans le cadre de cette 28e édition. Écrite, réalisée par Jonah. Ce film est à la frontière désertique entre le Mexique et les États-Unis. Vous suivez Maricela et Ili Ortiz qui dirigent le groupe des bénévoles Aguilas del Desierto. Aguias. Et les aigles, en fait, du désert, qui depuis 12 ans traversent le désert chaque fin de semaine pour ramasser des corps des migrants sans papier décédés. C'est remarquable, leur travail. Comment, en fait, parce qu'on voit que le film, à un moment donné, ils ont des masques, et donc on était pendant la COVID. Comment c'est établi, je veux dire, ce contact, ce rapport avec Ili, Maricela vous les connaissiez du tout? Non, ils sont quand même assez médiatisés parce que ils ont des pages de réseaux sociaux avec beaucoup de followers. Tous des gens qui sont intéressés d'avoir leur contact au cas où quelqu'un de leur famille se perd et qu'ils puissent les contacter. Donc, ils sont quand même assez connus en Amérique latine. Et moi, quand j'ai su qu'ils existaient, je disais, ok, ça, c'est le prochain film. C'est un beau sujet. C'est comme incontournable. En 3 lignes, tu lis le 2-3 lignes qui disent ouais, ils cherchent des corps des migrants sans papier décédés dans le désert pour les ramener à leur famille. Ils font ça parce que le frère de Eli et son cousin sont morts de cette façon. Et là, tout arrive d'une shot. Les métaphores, la mise en scène, les paysages. Je n'avais pas besoin de plus que ça pour savoir que ça allait être ça. Donc j'ai juste appelé. Ils ont dit oui, bien sûr, faisons une première rencontre. La première rencontre, moi j'étais à l'aéroport de Montréal le 11 mars 2020. C'est le jour où ils ont tout fermé. Exactement. Le jour. Donc je pars mardi soir, j'arrive à San Diego mercredi. Mercredi, tout commence à fermer ici. À LA, puis à San Diego, c'était la vie normale. Et en 3 jours, tout a commencé à se fermer. On n'arrivait plus à nous en sortir. Donc j'ai fait la première rencontre avec eux. On se disait, je vais faire une 2e, 3e sortie dans le désert pour tourner. Puis après, j'appelle, je dis, non, ça va attendre le jour du jugement. Ce ne sera pas là. Et 1 an et demi plus tard, on a commencé le tournage effectif. Ouais. Parce que la richesse de votre film, c'est que nous sommes continuellement avec Marissa et Eli, mais dans un genre de documentaire d'immersion. Vous êtes près d'eux, vous les suivez au quotidien, dans leur démarche, dans leur réflexion. Est-ce que ça a été difficile d'établir ce lien de confiance? Parce que oui, ils sont médiatisés, mais il y a une différence entre médiatiser et avoir une caméra aussi qui les accompagne. Fait qu'eux sont ouverts très rapidement en vous, puis ils vous ont donné tout le matériel que vous aviez besoin? Non, c'était ça a mis beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Déjà, quand j'ai dit que nous voulons tourner avec vous, la première rencontre, ils disaient que, OK, I'm camera ready. Non, ça marche pas comme ça, c'est pas un reportage, c'est vraiment un documentaire. Là, vous me dites c'est quand votre prochaine sortie, puis moi je vais vous accompagner et on va tourner là-bas. Mais à la première sortie, donc moi j'arrive documentaire cinéma direct. On va embarquer avec les personnages. Cinéma québécois. Absolument, inventé ici, c'est dans les années 58, 60, c'est vraiment de chez nous ce langage-là. Hey, ça c'est-tu une bonne intégration, ce Guy, hein? Et puis c'est la forme, moi je trouve, c'est une des formes les plus raffinées de documentaire, au fait. Ils ont commencé à marcher dans le désert, moi je commence à marcher avec eux, j'avais 12 kilos sur le dos, 6 kilos de caméra, 6 kilos d'eau, ça fait 24 livres. 45 degrés au soleil, puis 6 heures de marche. Ça, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi difficile, physiquement. Et après, je les ai rejoints au camp et j'ai dormi avec eux dans le camp, dans le hamac, comme eux, ils font. C'est là que ça a cliqué pour Eli et Maricela, de dire, OK, en bon français, it's a good commitment qui s'en vient de la part de l'équipe de tournage. Et c'est là qu'ils se sont ouverts un peu plus, ils nous ont donné accès à pouvoir filmer chez eux. Il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu ajouter, comme la relation avec leur famille, les filles, au téléphone, etc. il parle à sa fille, là, mais...
Mais il y avait quand même des limites de pudeur qu'ils ont voulu préserver. Puis nous, on est comme... En fin de compte, c'est votre histoire et nous, on la met à l'écran. Donc si vous dites non, vous dites non. Moi, je ne négocie pas. Parce que vous racontez une tragédie humaine. Ben oui. Et c'est ça qui est épouvantable, parce que ces gens-là vont à la recherche de gens. Parfois, ils les trouvent. Puis comme on explique dans le film, soit qu'ils les remettent à la police de l'immigration. Guy qui trouve des ossements et très peu souvent. Exactement. Il y a des gens qui sont pas vivants et là, c'est des ossements. Puis on imagine, je veux dire, que parfois, ils sont peut-être accompagnés des relatifs, des gens qui, je veux dire, sont près de ces gens décédés. Ça exige de votre part une éthique au niveau du documentaire particulière. Comment vous avez tourné ces scènes-là? Comment vous avez parlé avec eux pour leur dire, voici comment nous, on perçoit le documentaire et comment, si vous n'êtes pas en accord avec, je veux dire, ces images-là, on va les retirer. Comment c'est organisé un petit peu? Il y a deux choses importantes à faire et différemment, dépendamment des gens avec qui on parle. Donc il y a les familles des personnes décédées et il y a les bénévoles et Eli et Maricela. Donc pour Eli, Maricela et les bénévoles, on avait fait le pitch très clair depuis le début. Vous avez un droit de veto sur toutes les images. On va on va cacher les identités de toute personne dont l'identité doit être préservée. On ne négociera pas là-dessus. C'est comme, même si on filme, on ne va pas utiliser les images. Donc ça, on les a vraiment rassurés que c'est un travail collaboratif avec eux. Et le dernier mot va leur revenir. Et si jamais n'importe qui est en danger de dévoiler son identité, on ne le fera pas. Même chose pour les bénévoles. Donc il fallait leur dire que moi, j'ai une cam présente et je veux tourner. Si vous ne voulez pas faire partie du film, juste n'ayez pas peur de la caméra, parce que moi je peux pas non plus à chaque fois sortir quelqu'un du cadre. Je vais juste filmer. Si vous ne voulez pas, vous allez tous voir le montage, vous allez tous dire si oui ou non, si vous voulez être coupé, il n'y aura aucun problème là-dessus. Pour les familles, c'est plus difficile parce que ça veut dire quoi un consentement de quelqu'un qui... Je donne un exemple. On est allé chercher le corps d'une personne décédée. Oui, parce qu'on en voit là, dans le film. Hein. Oui, mais cette scène n'est pas dans le film. Okay. On est allé chercher le corps d'une personne décédée. On arrive, on trouve le corps, il est complet. Donc c'est un peu rare, non? Ouais, l'odeur m'est collée à mes vêtements pendant 2-3 jours après ça. C'était assez rough. Mais la famille était avec nous. Donc ils ont cherché avec nous, ils ont marché avec nous et on l'a trouvé. On leur a dit au début, on est en train de tourner un documentaire. Sachez-le, est-ce que vous voulez être en cam ou non? Elle dit oui, il n'y a pas de problème. On trouve le corps, moi je filme. Je savais qu'on n'allait pas montrer le corps, mais on filme, puis après on décidera au montage. Et j'ai filmé des entrevues avec la famille. Donc non seulement ils ont accepté de collaborer, ils étaient là, ils ont regardé la cam, ils ont répondu pendant 1 heure. Signé le release. 2 jours, 3 jours plus tard, plus de réponse. Moi, je les contacte, plus de réponse, ils veulent plus rien savoir. Ça veut dire quoi, j'ai un release? Ça veut dire quoi, j'ai un consentement? Ça ne veut rien dire. Si on n'est pas partenaire là-dedans, moi, je ne cherche pas à me protéger légalement. Je cherche à protéger les participants qui ont accepté de collaborer. Et donc, on a coupé la scène. Pourtant, c'était une des Search and Rescue Mission, une des plus intenses que nous, on a tourné. Pour les bénévoles, pour la famille, pour le corps, pour l'historique de la personne. Mais bon... On n'hésite pas à ces moments-là. On a la scène, elle est montée, elle est dans le film, elle est très belle, mais on ne peut pas, point final, and out. Travail d'éthique? Ouais, pas le choix. Ouais. Dans le cas, ce qui est intéressant dans ton cas, Jonas, c'est que tu es aussi monteur. Oui. Et je pense que ça a vraiment une incidence sur le film, parce que comme je le mentionnais, il y a des moments très, très intenses, hein, mais il fallait aussi faire respirer le film. Et le film aussi nous voyage entre ces coups de téléphone incessants que reçoivent Eli et Maricela constamment le jour et la nuit, et leur quotidien. Et je trouve qu'il y a vraiment une belle harmonisation entre ces moments, je dirais, du quotidien avec les moments tragiques auxquels ils sont confrontés. C'était une des préoccupations que tu avais lorsque tu montais le film, de permettre aux spectateurs de vivre intensément leur vie, mais à la fois aussi de les laisser respirer. C'était exactement ça. Donc là, il y avait on alternait entre 3 moments. Je dis 11, donc nous sommes 3 monteurs et monteuses sur le projet.
Je trouve que la collaboration au montage est une façon de travailler qui n'est pas assez appréciée. Assez connu. Ouais, on privilégie toujours l'idée du monteur ou de la monteuse unique. Pourtant, quand on a une diversité de langage cinématographique dans un film, tout le monde n'a pas toutes les sensibilités nécessaires au film. Et je pense que ce travail collaboratif moi, je le fais sur tous mes films. Donc, à date, tous mes films ont été commentés, on était plusieurs à chaque fois. Mais donc, pour revenir sur l'alternance entre la vie quotidienne de Elie et Marisela, comment dire, l'infiltration d'une des plus grandes tragédies humanitaires maintenant sur la planète, la frontière américaine. Je veux dire, moi je suis libanais, on a vu les mouvements migratoires du Liban vers l'extérieur, de la Syrie vers le Liban, de la Syrie. La Syrie, oui. Et pourtant, la frontière américaine, c'est una otra cosa. Vraiment là, rien à voir. Il y a une expression à un moment donné, le cimetière. Hein, je l'avais noté, le cimetière géant. Ouais. Ça dit beaucoup. Ouais, c'est juste une grosse fosse commune. C'est terrible. Et ça ne va pas arrêter. Non, hein. Pas de sitôt. Là, les chiffres montent et descendent, mais dans le flot global, ça n'arrête pas. Et donc, la vie de Elie et Marisela dans leur privé est une fenêtre à une tragédie continentale. Et c'est ça qu'on essayait de pouvoir raconter, de rester avec eux et en même temps de donner une idée sur l'ampleur de ce qui se passe. Il y a aussi, moi, ce qui m'a frappé aussi dans les systèmes d'alternance, bon, j'aimerais parler des éléments métaphoriques incroyables aussi, mais et à la fin, donc, c'est comme les oiseaux, hein, le petit, les gros, hein, la cage, mais aussi le désert, le vent, le sable, les cactus. Mais il y a là aussi comme un film parallèle, je peux dire, c'est comme, hein, ça meuble aussi faut comprendre l'univers désertique, hein, aride. Il faut le ressentir. Puis ça aussi, ça fait partie de ces systèmes de respiration. Hein? Oui, puis on les a très développés, le directeur photo et moi, les différentes couches métaphoriques qu'on cherche. Déjà dans la composition, l'alternance entre une certaine verticalité et horizontalité pour donner l'espace très large possible, mais en même temps, il y a des balises qui aident les migrants à s'orienter, mais en même temps, ce sont des pièges. Donc chaque paysage, il est équivoque, donc plusieurs évocations doivent pouvoir ressortir d'un même paysage. Le désert qui est en même temps magnifique à regarder mais extrêmement dangereux, vide mais très habité parce que nous on ne voit personne, mais la nuit on entend les sirènes on entend les coyotes, on entend les border patrol. Il y a une base militaire, ils font de l'entraînement, une base d'aviation. Donc on entend les avions bombarder le désert parce que c'est une zone d'entraînement aussi. Donc la nuit, c'est extrêmement habité en matière sonore et pourtant on ne voit rien et on ne voit personne. Et comment montrer cette multiplicité-là, une multiplicité de sens. Les saguaros, les cactus, ce sont des forêts de cactus. Oui. Chaque cactus a 300-400 ans. Ça pousse 3 cm par an, c'est juste, ça ramasse tout ce qu'il y a comme eau possible que le cactus peut récolter pour croire de ça. Et donc ces forêts-là, on parle de forêts avant même précolombiennes, certaines. Et tous sont en train de danser, donc on a passé 2 jours complets, le DOP et moi, juste en train de filmer des cactus. Cactus en soi, c'était comme un symbole de tout l'univers dur. Absolument. Les cactus morts, les cactus vivants, les cactus dansants, les différents angles. C'est apprécié que vous l'ayez ressenti parce que ça a été travaillé en long et en large. Oui, puis c'est une façon aussi d'éviter le côté carte postale. Parce qu'il y a un danger, parce qu'effectivement, le désert, c'est très beau, mais on sent toujours chez vous cette volonté de jouer avec les images, d'intégrer des images du vidéo, des images du téléphone. Pour parler des vidéos.
nous représenter cette tragédie humaine et que vous n'êtes pas là en tant que... Vous n'êtes pas une balade dans le désert. Là. Oui, exact. C'est difficile à puller off correctement. Ouais. Mais si vous dites qu'on le ressent, c'est déjà un très bon signe. Oui, non, moi... Parce que aussi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'un documentaire, oui, d'accord, t'apprends des choses, le groupe, t'es utile, mais il y a beaucoup d'émotions. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions. Moi, j'ai regardé ton film, j'ai pas pleuré, mais tu sais, j'ai ressenti beaucoup d'émotions avec ce film-là. Donc, il n'est pas seulement factuel, il est aussi émotif. Hein? Ouais. C'est le privilège du cinéma direct qui est de plonger, que l'expérience du documentaire devienne une expérience immersive. On est plongé au plus près de la réalité, comme si on était là. Mais ça veut dire qu'on n'a que des bribes, on n'a pas toujours l'image d'ensemble, on ne voit la tragédie qu'à travers un téléphone, on ne voit leur histoire qu'à travers de petits échanges autour de la cuisine, mais il nous manque toujours du contexte parce que c'est des scènes dans lesquelles on est jeté une fois après l'autre. Ce langage-là cinématographique privilégie ce genre d'émotions. Et Jonah, il nous reste presque plus de temps parce qu'on aurait dû parler du son dans ton film qui est extrêmement important, même un peu d'expérimentation au niveau de l'image. Oui, c'est une tragédie humaine, mais ce qui est en fait, je veux dire, tragique, c'est que toi, tu as filmé après la COVID et on a l'impression qu'actuellement, je veux dire, la situation aux États-Unis est encore pire et que ce que tu filmes, c'était que le début d'une situation atroce. Nous invitons tous les gens à aller voir ton film, bien sûr, qui est présenté. Je vais voir dans mes petites notes mardi, le 25 novembre, qui va sortir en salle. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourra même reparler et faire une entrevue de 30 minutes, parce que toujours, on est meilleur à 30 minutes qu'à 20 minutes. Mais bravo, Jonah Malak. Oui, bravo. Mais où va-t-on, Coyote? Très, très beau travail. Merci beaucoup. J'aimerais juste préciser, dans le cas des RIDM, il y a une projection le 25 sous-titré français. Il y a une projection le vendredi 28 sous-titré anglais. Parce que le film est en espagnol, au fait. L'immense majorité du dialogue est en espagnol. Donc, dépendamment de ce que le public préfère, il y a 2 projections. Merci beaucoup, Jonah. Merci à vous.